Je vais t'expliquer comment représenter les plantes de manière algébrique. Alors, ça va être exactement comme pour les droites, mais avec un paramètre de plus à chaque fois. On va voir les différentes manières de représenter les plans de manière algébrique. La première méthode, c'est la méthode ou la manière vectorielle. Alors, dans le cadre du cours, on va toujours travailler dans R3 pour les plans. On se rappelle que pour les droites, la formulation vectorielle, on écrivait x, y, z comme ça. Et puis là, on prenait un point qui appartenait à la droite, disons x0, y0, z0. Donc ça, c'est notre point P qui appartenait à la droite. Puis ensuite, on ajoutait tous les multiples possibles d'un vecteur directeur. Donc par exemple, A1, B1, C1. Donc ça, c'est un vecteur directeur. Alors ça, c'est la représentation vectorielle d'une droite. Donc on avait un point P, un vecteur directeur U. Et donc, pour engendrer une droite, on a besoin d'un paramètre. Pour un plan, on a besoin d'un deuxième vecteur qui vit dans le plan, qui n'est pas parallèle à U. Donc c'est une sorte de deuxième vecteur directeur. Puis pour les plans, on appelle ça des vecteurs qui sont parallèles au plan. Donc on a besoin de deux vecteurs qui vivent dans le plan ou qui sont parallèles au plan. Puis on va prendre toutes les combinaisons linéaires possibles de ces deux vecteurs-là. Donc on va voir que toutes les formulations qu'on utilisait avant vont se représenter, ou presque toutes. Il va y avoir certaines petites différences, mais grosso modo, c'est les mêmes formulations qu'avant, mais à chaque fois, il va y avoir un vecteur de plus, parce qu'on a besoin de deux vecteurs linéairement indépendants pour engendrer un plan, puis donc il va y avoir deux paramètres au lieu d'en avoir juste un. Et donc voici la formulation vectorielle pour un plan pi. Et donc on a besoin d'un point qui appartient au plan et de deux vecteurs qui vivent dans le plan ou qui sont parallèles au plan. Je vous donne un exemple. Si on a par exemple un point pi un plan pi qui contient les trois points suivants, donc le point 4, moins 2, 6, le point 1, moins 2, 7, et le point R, moins 3, 4, 3. On pourrait utiliser comme deux, donc on a trois points, peu importe leur orientation exacte dans l'espace. On a trois points. On peut utiliser nos trois points pour définir deux vecteurs, comme ça, le vecteur PR puis le vecteur PQ. Puis forcément, si les trois points vivent dans le plan, alors les deux vecteurs aussi. On voit bien que les deux vecteurs ne sont pas parallèles. Et donc, ça va nous faire deux vecteurs linéairement indépendants qui habitent le plan. Et donc, ça va être nos deux vecteurs ici. Puis ensuite, pour le point qui vit dans le plan, on peut soit prendre P ou Q ou R, peu importe. Alors, j'ai calculé PQ. Donc, 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 2, moins 2, ça fait 0. 7 moins 6, ça fait 1. Donc, voici un premier vecteur parallèle au plan. Puis ensuite, PR. Donc, moins 3, moins 4, ça fait moins 7. 4 moins 2, ça fait 6. 3 moins 6, ça fait moins 3. Et donc, on peut représenter notre plan sous forme vectorielle.
comme l'ensemble des points x, y, z qui sont donnés par... Là, comme point, je vais utiliser le point P pour un point qui appartient au plan, donc 4, moins 2, 6, plus toutes les combinaisons linéaires possibles du vecteur PQ et du vecteur PR. Donc, moins 3, 0, 1. Et moins 7, 6, moins 3. Alors, voici comment on représente un plan de manière vectorielle. Donc, vous avez vu la façon générale, puis un exemple particulier. Prochaine manière de représenter notre plan, c'est la manière paramétrique. Donc, qui, comme avant, est juste une réécriture légèrement différente de la manière vectorielle. Cette fois-ci, on écrit plutôt un système d'équations c'est complètement équivalent. Et on va réécrire donc notre point P, 4, moins 2, 6. J'ai tout simplement réécrit donc ce qu'on avait à la page précédente, mais en décomposant les vecteurs en coordonnées x, y, z. Donc ça, c'est la manière paramétrique. Donc pour notre exemple, donc c'est la suite de l'exemple. Si vous voulez de manière générale, en général, vous allez avoir x, y, z, les coordonnées du point qui appartiennent au plan, plus K1 fois les coordonnées d'un premier vecteur qui vit dans le plan, plus K2 fois les coordonnées d'un deuxième vecteur qui vit dans le plan, puis qui est linéairement indépendant ou non parallèle du premier. Okay, encore une fois, c'est exactement la même chose que la page précédente, mais avec le système d'équations écrit variable par variable, au lieu d'être écrit sous forme vectorielle. Ensuite, pour les droites, on avait la méthode symétrique. Mais celle-là, vous ne la retrouverez pas pour les plans. Pour la raison suivante, la méthode symétrique, elle partait de la méthode paramétrique, mais à l'époque, on n'avait pas ici le deuxième paramètre. Puis dans chaque équation, on isolait le paramètre K. Donc ici le K1. Donc ici, on peut isoler K1 par exemple, puis écrire K1 égale x moins x0 sur A1. Puis ça donnait les équations de la forme symétrique. On peut faire ça pour chaque. Mais à partir du moment où on a un deuxième paramètre, K2, mais on ne peut plus isoler de la même manière. Et donc, vous ne retrouverez pas la formulation symétrique pour les plans. Ok, la formulation ensembliste existe toujours. J'en reparle pas, mais donc dès que vous avez une formulation ensembliste avec deux paramètres ou deux variables libres, ben à ce moment-là, ça engendre un plan. Donc ça, c'est toujours vrai. Et finalement, une formulation qui refait son apparition, c'est la formulation cartésienne. Vous vous rappelez, c'est une formulation qui existait pour les droites en deux dimensions. Donc les droites dans R2, on pouvait les écrire AX plus BY plus C égale à 0. C'était une façon d'écrire les droites dans R2, mais ça ne fonctionnait plus dans R3. Et c'est parce que dans R3, si on généralise puis qu'on écrit plus CZ plus D égale à 0, ben ça donne un plan. Les équations cartésiennes donnent toujours une
une surface qui a une dimension de moins que l'espace dans lequel on est plongé. Donc, si on est dans R3, ça donne une surface en 2 dimensions. Puis, c'est une équation linéaire. Donc, ça donne une surface linéaire. Donc, ça donne un plan, en fait, en 3 dimensions. Donc, dans R2, les équations cartésiennes donnent des droites. Puis, dans R3, les équations cartésiennes donnent des plans. Et donc, A, B, C, ici, c'est des coordonnées qui proviennent d'un vecteur normal au plan. Je vous rappelle que un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Okay, donc, il y en a une infinité des vecteurs normaux. Il suffit d'en trouver un. Donc, comme toutes les formulations, il y a une infinité d'équations cartésiennes qui représentent le même plan. Donc, on peut multiplier l'équation par n'importe quelle constante, puis l'équation reste vraie, puis ça détermine toujours le même plan. Donc, on a besoin d'un vecteur normal avec les coordonnées A, B, C, et D est donné par moins fois AX0 plus BY0 plus CZ0, où le point X0, Y0 et Z0 est un point du plan, n'importe lequel. Et donc n'importe quel point du plan. Donc si vous avez un vecteur normal au plan, puis un point du plan, vous pouvez écrire l'équation cartésienne du plan comme ça. Et remarquez que D égale à 0, c'est seulement si le plan passe par l'origine de l'espace. On par le point 0, 0, 0. Alors, on a vu comment écrire les plans sous forme vectorielle, sous forme paramétrique. Je vous ai expliqué pourquoi on ne reverrait pas la forme symétrique pour les plans. Et finalement, je vous ai montré que la forme cartésienne revient pour les plans dans R3. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai mentionné, la forme ensembliste existe toujours. Dès que vous avez un ensemble qui représente une surface plane, donc linéaire, avec 2 variables libres, mais ça va toujours être un plan.